la première question qu'on doit se poser, c'est où aller chercher les subventions, évidemment. Il y a, dans tous les paliers de gouvernement, il y a des subventions disponibles. Alors, ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire, c'est un peu passer à travers les sites pour voir où on peut aller chercher ces subventions-là, pour voir si c'est possible pour vous, surtout. Donc, surtout les sites de ces endroits-là, donc le gouvernement du Canada, Fondation Trillium, etc., il y a les conditions pour lesquelles on peut demander une subvention, selon lesquelles on peut demander une subvention. Donc, c'est toujours un peu le, le nerf de la guerre, je dirais, c'est de s'arrêter sur un- une, euh, une organisation, un ministère, c'est s'arrêter au bon endroit. C'est ça. C'est surtout ça que je veux dire. Le choix de la personne, du bailleur de fonds, entre pour beaucoup dans le succès d'une d'une demande de subvention, à mon avis. Donc, on va aller tout de suite. Donc, j'ai ici, vous avez une liste, je vais vous envoyer une liste par le Google Drive. J'espère que vous y avez eu accès. Donc, on a tous les paliers de gouvernement. On va passer un par un si on veut. Donc, au gouvernement du Canada, il y a beaucoup de subventions. C'est un peu différent pour chacun. Mais on pourrait, par exemple, parler euh, agriculture, parce que c'est toujours un truc. Donc, on a ici toutes les fonds qui sont disponibles et chacun va avoir son programme. Donc, par exemple, un qui est très populaire, multiculturalisme et lutte contre le racisme. Donc, il y a des projets. Il faut évidemment que notre projet entre dans ça. Je, ce que je pense qui est important, en fait, c'est de voir, de lire les conditions. Donc, quel type de projet? Et quel type d'événements qui sont subventionnables et toujours voir qui a, a droit de faire une demande de subvention. Donc, dans tous les programmes, il y a cette possibilité-là de savoir à l'avance et de pouvoir prévoir à l'avance, surtout si on peut avoir des subventions de cette organisation-là. Euh, Voyez-vous, bon, pour le perfectionnement professionnel, il y en a qui ont parlé un peu de ça. Donc, c'est une demande qui doit être faite avant le 31 mars. Qui peut présenter une demande? Comment présenter une demande? Donc, il y a toujours ces informations-là sur chaque page où vous allez aller et c'est différent pour chacun. Donc, c'est un petit peu un travail de recherche. Si vous avez du monde avec vous, peut-être que vous pouvez plus vous lancer dans des recherches plus détaillées. Si vous ne n'avez pas, si vous êtes seul, autrement dit, si vous êtes seulement un conseil d'administration, parce qu'on en a vu beaucoup là, comme ça, là, à ce moment-là, je pense que le meilleur truc serait de lancer une recherche bêtement Google et là, voir s'il y a des subventions. Parce que c'est un peu, évidemment, c'est un peu comment je dirais, c'est l'abondance un peu qui fait que c'est c'est difficilement conciliable tout ça. Donc, moi, je pense que, en fait, on peut aller sur ces différents sites-là et on peut voir, en fait, si on peut trouver des subventions. Le gouvernement du Canada, donc, subventionne beaucoup de choses. C'est des subventions qui sont temporaires, c'est-à-dire qui sont pas pérennes, donc qui ne reviennent pas.
Mais c'est souvent des subventions qui vont nous aider pour partir un programme. L'autre grand subventionneur en Ontario, parce que le gouvernement de l'Ontario a une page pour les subventions, mais ça s'adresse plutôt aux municipalités, aux hôpitaux, les choses comme ça. Celui que beaucoup d'entre vous vont vouloir, c'est Trillium. Donc, Trillium, c'est une fondation qui est paragouvernementale. Et là, voilà, on y en a beaucoup qui ont parlé de ça, de subvention de démarrage. Donc, même si notre organisation, elle existe depuis un bout de temps, on a besoin probablement d'engager des gens pour nous aider à grandir, éventuellement engager des gens qui vont diriger ou qui vont s'occuper à temps plein de cette organisation-là. Pardon. Donc, les, euh, les dates limites sont toutes différentes pour chacun des types de subventions, mais on a la chance, toutes les, toutes les subventions ici offertes par Trillium sont, sont délimitées dans le temps, donc on peut avoir une bonne idée et on peut se préparer surtout à l'avance. Ce que, ce qui est important dans la Fondation Trillium, c'est que c'est un fonds qui va se répéter au maximum pour 3 ans. C'est-à-dire que après 3 ans, il faut passer à un autre fonds. Donc, par exemple, si on a une subvention de croissance, après 3 ans, il faut aller vers autre chose. Donc, c'est souvent, ça va être l'immobilisation pour certains, ou souvent, ça va être aider les établissements à se rétablir. Il y en a beaucoup des établissements comme ça qui ont des problèmes de gouvernance et souvent, c'est la meilleure façon, c'est par la Fondation Trillium qu'on peut avoir des fonds qui ne sont pas trop compliqués à obtenir et qui surtout vont être assurés pour, dans ce cas-ci, 24 mois. Donc, c'est un fonds qui est toujours pratique, je dirais, mais qui est surtout accessible. Donc, c'est pas un fonds qui est difficile à obtenir. D'accord? Il y a des fonds à la ville de Toronto, donc il y en a plusieurs qui sont dans la région ou enfin dans la ville. Les fonds de la ville de Toronto, c'est surtout des incitations. Il y a quelques trucs en environnement, comme on parlait plus tôt. Euh, mais les subventions offertes par la Ville de Toronto sont souvent pour des organisations qui existent depuis un certain temps, qui ont un certain roulement, qui ont un certain fonds qui vient régulièrement. Donc, c'est plus une solidification, c'est plus une immobilisation parfois, ou en fait, c'est plus de l'aide à garder une organisation stable comparativement à la Fondation Trillium, où elle, c'est plus pour le démarrage ou pour le redémarrage d'une organisation. Ensuite, on n'a pas beaucoup des gens dans le milieu des arts, mais je vais juste brièvement parler. Il y a des conseils des arts à presque tous les niveaux de gouvernement. Donc, il y a celui du Canada, celui de l'Ontario et celui de Toronto. Puis, dans certaines autres villes aussi, par exemple Ottawa, ils ont aussi un service pour les arts. C'est historiquement, là, c'est les subventions les plus difficiles à obtenir. S'il y a beaucoup de demandes, évidemment, dans le milieu des arts, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent. Donc, on compte un peu sur les subventions gouvernementales. Euh, au, euh, Au Canada, c'est ça, les subventions gouvernementales du Fonds du Canada, du Conseil des arts du Canada, sont extrêmement difficiles à avoir.
on parle de l'ordre de 3-4 là, de réussite. La même chose au Conseil des arts de Toronto. Donc, si vous allez dans le domaine des arts, que ce soit individuel ou une organisation établie, euh, je suggère toujours de passer par autre chose, passer par éducation, passer par famille, passer par essayer de trouver une voie à côté, à moins que vous soyez quelqu'un qui va faire une tournée ou quelque chose comme ça, mais la plupart du temps, les subventions au milieu des arts, malheureusement, sont très difficiles. Ensuite, il y a des gens d'Ottawa et là aussi, il y a des financements disponibles. Euh, on avait quelqu'un qui parlait d'avoir des activités euh, en art, en sport, etc. Donc, ça aussi, il y a des bons programmes, en fait, dans la ville d'Ottawa. Et c'est peut-être un petit peu plus facile à obtenir parce qu'il y a moins de monde. Donc, c'est parce qu'on sait que bon, Toronto, c'est un peu surpopulé pour le nombre de subventions qu'il y a. Je ne sais pas s'il y avait des gens de Sudbury ou de Windsor. Il y a dans ces petites villes-là, ben, ces petites, en fait, ces régions-là, si on veut, des subventions. C'est très ciblé. En Sudbury, c'est santé ou agriculture. Et dans tous les cas, c'est des subventions qui sont aussi un petit peu plus faciles à obtenir qu'une subvention du gouvernement fédéral ou provincial. Le taux de réussite d'une subvention n'est pas toujours facile à accepter. On dit environ 30% en général. Donc, évidemment, faut bien choisir. Moi, c'est le point qui est le plus important, à mon avis, c'est qu'il faut savoir choisir ses subventions, où on fait une demande de subvention. Donc, ce que je conseille, là, je vous ai donné juste un bref aperçu, je dirais, de des programmes différents qu'on a. Mais ce que je vous conseille, avec la liste que je vous ai donnée, on a accès, je vous donne accès donc à toutes ces pages-là que je viens de vous montrer. Et aussi, et je dois dire, c'est pas parce qu'il m'engage aujourd'hui que l'AFO dans son infolettre. Si vous n'y êtes pas abonné, courez-y. Euh, dans son infolettre, une fois par mois, si je ne me trompe pas, on parle des subventions qui sont disponibles. Et là, ça, c'est un bon point parce que l'AFO s'occupe beaucoup des subventions qui sont disponibles pour les francophones en milieu minoritaire. Donc là, il y a beaucoup plus de possibilités de réussite. Donc, ce que je vous conseille, en fait, c'est de vérifier cette liste-là de la FO qui en envoie tous les mois, mais aussi de regarder. Moi, j'utiliserai un moteur de recherche. Souvent, c'est la meilleure façon de tomber sur la bonne subvention. Mais vous avez peut-être des questions. Alors, ce serait peut-être le moment à ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Chantal. Oui, ma question, je l'ai tapée aussi dans le chat. Je voudrais savoir si le contenu d'une demande ou la réponse qu'on obtient à une demande qu'on a faite par le passé, est-ce que ça a une influence sur les réponses qu'on obtiendra aux demandes futures? Euh, Ça dépend des ministères, je dirais. Mais en général, les gens qui s'occupent de ça, parce que la plupart des demandes qu'on va faire, particulièrement au fédéral, entre autres, quand on fait la demande, on va avoir des gens, avant de la faire, on a des gens qu'on peut consulter, des gens qui travaillent pour ce ministère-là. Et ça, c'est un point qui est toujours intéressant parce que cette personne-là va pouvoir vous dire
plus précisément, écoutez, on a vu votre demande, puis là, on pense qu'il faudrait changer certaines choses ou on pense que ça ne marchera pas. Et c'est mieux de se le faire dire avant qu'on rédige tout ça qu'après. Mais ceci dit, des demandes qu'on refait parce qu'elle a été refusée une fois et que c'est extrêmement fréquent, malheureusement, parce que c'est ça, ils n'ont pas les fonds pour accepter tout le monde. Oui. Ça dépend des secteurs, mais ils n'ont pas les fonds pour accepter tout le monde. Donc, il faut parfois se reprendre à 2, 3 fois. Oui. Micheline. Il faut avoir un projet bien défini, j'imagine, avant de penser à demander une subvention. Il faut Oui, travailler à définir un projet et un budget et tout ce oui, qui enveloppe ou qui définit notre projet. oui, voilà. Ben, c'est ce que c'est mon prochain point, puis c'est un point vraiment important. On a tous nos vies, puis on a plus ou moins de temps pour, pour compléter les demandes de subvention. Beaucoup d'entre vous n'ont pas d'employés. Écoutez, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. On espère que ça va marcher, puis on est déçu. Donc, euh, moi, je pense que la première chose vraiment, vraiment importante, c'est de trouver une subvention qui convient à notre projet et non pas faire un projet qui va, qui va s'arrimer aux offres de subvention, si on veut. Ça, on est toujours mal parti parce que ce n'est pas vraiment notre projet. Donc, on fait là, on demande parce qu'on se dit, ah, ça va marcher. Mais plutôt voir qu'est-ce qu'on fait et avec un moteur de recherche Google simple, on va probablement tomber sur la bonne demande plus facilement que le contraire. Ensuite, souvent, il faut scinder ces projets. OK, vous avez des activités, je ne sais plus qui, là, je suis désolé, mais qui parlaient des activités culturelles, mais sportives, plus sociales, etc. Donc, peut-être que c'est 3, 4 subventions qui vont, euh, qui vont compléter le tout plutôt qu'une demande de subvention. On peut faire une demande de fonctionnement, ce qui est assez rare, mais la Fondation Trillium en fait un peu. C'est la seule, en fait, qui fait ça, sauf si vous êtes dans des domaines plus comme la santé, etc. Mais c'est plus compliqué, en fait, la santé en général, là. C'est plus compliqué. Il n'y a pas d'offre de subvention. C'est plutôt, euh, c'est plutôt des demandes qui sont faites, des demandes spontanées. Oui, Melinda. Oui, merci. J'apprécie le commentaire de Melina. Ça vraiment touche qu'est-ce qu'on fait dans notre région. Et les demandes, j'apprécie vraiment la lettre d'intention maintenant avec Palo. Euh, Ça a vraiment évité des centaines de heures de faire des propositions et d'être refusé. Maintenant, on est plus ou moins accepté, puis ça a enlevé beaucoup de démarches de travail pour notre équipe. Euh, Vous avez touché la Fondation Trillium. Mhm. Donc, ma question est en lien avec ce genre de subvention. Est-ce qu'il y a comme une recherche, une estimation d'un nombre de projets demandés chaque année pour un budget que j'ai entendu, il y a demande de 9 de demande pour un budget d'1 dollar. 1 dollar. Donc, il y a beaucoup, spécialement avec des demandes d'immobilisation quand tu as un système qui est en train de mal fonctionner dans notre salle. Mhm. Euh, donc, c'est la question qui vient souvent des membres du CIA. OK, on va faire tout ce travail pour la demande pour notre centre communautaire, club social, et de recevoir rien. Mhm. Oui, effectivement. Et c'est pas tous les ministères, en fait, c'est pas tous les subventionnaires qui publient leurs chiffres. Euh, OK. En fait, c'est plutôt rare qu'ils les publient. J'ai vu sur le Conseil des arts de l'Ontario, leurs chiffres, c'est assez, ça donne froid dans le dos. Ça refroidit certainement les ardeurs.
Mais comme j'ai dit, le milieu des arts, c'est le milieu le plus difficile. La culture, c'est le milieu le plus difficile. Et dans Trillium, à mon avis, la plupart des programmes, ça doit tourner autour de 30%, 35% de réussite. Et c'est vraiment, il y a des années, ils en reçoivent 2 fois comme l'année précédente, donc ils sont obligés d'en refuser 2 fois plus. Donc, c'est un peu une loterie, hein, on s'entend. Les gens les ministères ne vont pas nous dire, écoutez, vous avez une chance sur 3, une chance sur 4 de l'avoir. Ils ne vont pas le dire parce qu'ils ne sont pas nécessairement fiers de la chose. Mais encore une fois, quand on demande au fédéral en général, il y a quelqu'un qu'on peut appeler. Ouais. Et quand on voit les offres, il y a des gens par région. Et puis, cette personne-là va pas nous dire qu'on va être accepté, mais va être plus honnête sur les chances qu'on a de faire. On a eu le Trillium Hum, 2003, je pense. Selon moi, il y avait plus de renseignements sur les comités d'évaluation. J'oublie la structure, mais mhm, maintenant, les derniers 10 ans, on ne voit pas beaucoup de renseignements. mhm, Qui analyse les demandes et comment? ouais, Donc, c'est ça. j'arrête là parce qu'il y a d'autres questions. Merci. Oui, j'ai trop. Oui, en fait, je voulais juste euh, souligner quelques questions qui sont dans le chat Oh, d'accord. pour vous aider un peu, Normand. Tout Oui. à l'heure, vous avez parlé de la santé, que c'était un peu difficile pour du financement, si je me souviens Mhm, bien. Il y a Suzy Mayer qui a mentionné qu'elle est la coordonnatrice des soins de santé euh, et au centre de santé communautaire de l'Estrie et ils ont 6 cliniques médicales composées d'équipes interdisciplinaires. Peut-être aussi si vous pouvez voir par rapport à ces commentaires, mhm. quelle serait quelle approche qui serait la plus facile pour eux ou pour ceux qui sont dans le secteur de la santé d'aller chercher du financement. Et puis l'autre question, c'est Christian, désolé, euh, qui l'a posée. Quelle autre fondation aide surtout les francophones? Voilà. Alors, pour les soins en santé, il y a 2 organisations, il y a Santé Ontario et puis le ministère de la Santé. Les deux ne font pas d'offres. On ne peut pas aller sur le site du ministère de la Santé et dire ah, il faut faire une demande avant telle date. Il y a pas ça. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire une demande, je dirais, non sollicitée. Et là, ça demande plus de savoir côté, comment je dirais, diplomatie. Alors là, il faut absolument, et j'ai déjà eu l'aide de l'AFO là-dessus d'ailleurs. Euh, il y a quelqu'un qui est spécialisé en santé, là le nom m'échappe, mais qui peut vous aider. Roger, c'est qui est spécialisé en santé? Euh, Comment il s'appelle? Anne-Élisabeth. Anne-Élisabeth, voilà. Anne-Élisabeth, elle peut vous aider à préparer une intervention parce que si vous faites une demande qui est non sollicitée, il va falloir que quelqu'un la voie. Et la meilleure façon que le ministère ou le ministre ou le sous-ministre le voit, c'est d'aller se présenter et d'aller faire une présentation au ministère. Donc, le financement santé est difficile à obtenir au départ, je dirais. Ensuite, par contre, c'est un financement qui est pérenne. Donc, c'est-à-dire que ça revient tous les ans. Et dans le cas de la santé de la famille, etc., euh, c'est euh, c'est assez facile d'avoir des fonds qui vont vraiment revenir. Euh, la difficulté est au départ, je dirais, et la difficulté est de présenter le sérieux
de notre organisation. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions, Suzy, mais voilà, le milieu de la santé, c'est particulier parce que c'est énorme et eux, ils n'offrent pas de faire une demande de subvention. Il y a l'Agence de santé publique du Canada, c'est des projets. Et donc, c'est un financement qui n'est pas pérenne, mais qui peut aller jusqu'à 5 ans parfois, je crois. Eux aussi, c'est assez difficile. Eux, ils ne font pas vraiment d'offres. Ils en font à ceux qui reçoivent déjà les fonds de l'Agence de la santé. Mais voilà, c'est plus compliqué côté santé parce que c'est énorme. On s'entend, le ministère de la Santé de l'Ontario, c'est aussi gros que le reste du gouvernement de l'Ontario. Donc, c'est plus compliqué. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, dans le domaine de l'environnement, est-ce que vous avez des idées d'endroits où s'adresser pour des subventions? Oui, moi, j'irai au fédéral. Oui. Ils sont plus ouverts sur la question. Et il y a Au aussi... ministère de l'Environnement? Oui, ça. Mais dans votre cas, vu que vous n'avez pas d'employé, puis que ça peut être compliqué, j'irai aussi à la Fondation Trillium. Je ferai les deux. Mais ça peut être pour avoir un employé, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, comme j'expliquais, la Fondation Trillium, ils ont des fonds pour réorganiser une organisation. Donc, si vous voulez passer d'un conseil au lieu d'un conseil seulement, avec des employés, ou au moins un employé, c'est la bonne porte. Donc, ça va être un financement de 2, 3 ans maximum, mais ça vous donne le temps, ou ça donne le temps à cet employé-là de voir où on pourra aller chercher des subventions plus pérennes. Mais l'environnement, j'irais plus au Canada pour l'instant. On ne parlera pas de politique, mais on se rend compte qu'en Ontario, ce n'est pas nécessairement le sujet favori. Oui, il y a d'autres questions. Merci. Mélinda a une question. Oui. Mélina plutôt. Oui, ben dans le fond, ben, quelques réflexions, là, si je peux me permettre aussi, ben, à tout le monde, là, puis je vais partager aussi un lien dans le chat, mais il y a là, j'ai perdu le nom de l'organisme, Northern Ontario, pour ils ont des programmes de financement. Mon Dieu, je vais trouver le nom tantôt. Je l'ai sur le bout de la langue, là, mais c'est le gouvernement provincial, un organisme du gouvernement provincial qui offre des fonds, entre autres pour le nord de l'Ontario, pour maintenir des emplois et tout ça dans le nord. Donc, vraiment intéressant pour ceux qui sont dans le nord. Mais aussi, je sais qu'entre autres, nous, quand on fait patrimoine, s'il y en a qui veulent utiliser le plan stratégique communautaire de l'AFO, ben pas de l'AFO, pardon, que l'AFO nous offre, c'est toujours un outil utile pour des bailleurs de fonds, puis pas juste chez Patrimoine, mais il y en a d'autres ailleurs aussi qui se permettent d'utiliser ça comme référence. Et ça peut aussi vous aider à écrire des demandes si vous n'êtes pas sûr d'un secteur prioritaire, entre autres, en Ontario français. Fait que ceux qui sont dans ces domaines prioritaires-là, souvent, ça fait monter les échelons plus rapidement. Puis, une couple de choses, Micheline, tantôt, tu parlais d'avoir un projet défini. Je sais que nous, à l'interne, on a développé une espèce de comme document qui s'appelle comme un profil de projet où on répond aux grandes questions avant même de voir les programmes de subvention. Fait qu'on a un programme en tête. Normand, tu mentionnais, là, on applique sur des subventions qui répondent à notre projet, puis pas aller chercher une subvention puis créer un projet. Fait que nous, ça nous permet justement de dire, ben, je donne un exemple, en santé, on a besoin d'aller chercher les jeunes pour leur santé mentale et tout ça. Ben, en développant le projet, ça nous dirige automatiquement vers des personnes ou des organismes clés qui pourraient nous subventionner. Fait que je pense que ça, de développer un document qui répond aux grandes questions, là, échéancier, budget, c'est qui va être responsable dans l'organisme. Nous, on a une couple d'employés, là, fait que souvent, on peut nommer les employés, on donne un échéancier,
vague, là, mais reste que c'est très utile. Puis quelque chose que moi, je fais depuis que je suis arrivée en poste, ça fait à peu près 6 ans, j'évalue le temps que je vais investir dans la demande versus l'argent que je pourrais recevoir. So, par exemple, je sais qu'il y a une enveloppe au fédéral avec les années, on a remarqué que les chances qu'on l'ait sont miniatures. Donc, j'investis plus le temps dans cette subvention-là. Je vais investir ailleurs. Fait que là, je prends mon salaire fois le nombre d'heures que ça me prend pour préparer la demande ou une lettre d'intention et tout ça. Puis si je dis, ben, OK, ultimement, ça pourrait me donner 150 000 mais je suis prête à investir les 10 heures de ma semaine pour préparer la subvention. Celui-là va me donner peut-être 20 000. Je suis prête à investir les 10 heures de travail. Peut-être pas. Fait qu'il y a comme, selon qui est prêt à investir quoi comme temps, il y a beaucoup d'entre vous là, sont bénévoles, donc de garder ça en tête aussi, là, votre santé mentale est très importante. Puis de voir des défaites après défaites, ça peut être important, mais s'il y a des ministères qui donnent des données, ça peut vous donner aussi une réflexion avant de commencer le processus pour voir ça vaut-il la peine de faire le processus ou est-ce que je vais voir ailleurs si mon projet peut être financé par autre chose. Fait que moi, je fais l'analyse de plus en plus pour voir si, dépendant de la grosseur du montant et le montant de temps que ça me demande pour préparer tout ça, des fois, je fais juste comme non, ça vaut pas tant la peine. So, je vais checker ailleurs. Puis d'appeler des ministères, normal, vous avez tellement raison, il y a tellement de ministères qui ont des sous à offrir, mais on le sait pas. Fait que des fois, d'avoir des personnes contact dans les ministères clés qui nous touchent peut avoir un huge impact. Ouais. OK, j'arrête de blaber, là, mais ça, c'est plein de petits trucs que j'ai développés là, Ouais. dans les 5-6 dernières années. Là. Je rajouterais qu'en Ontario, le ministère des Affaires francophones ne fait pas de subvention, ne donne pas de subvention, mais ils peuvent, vous appuyer. C'est à peu près les seuls qui ne donnent pas de subventions pour français minoritaires. Ben, en fait, il y a le PAFO qui sort du MAFO, donc le programme d'appui Ouais, oui, voilà. au projet francophone. Ça sort du ministère des Affaires francophones. Puis là, je pense qu'on est rendu à 2 millions pour des organismes à but non lucratif, mais aussi des entreprises privées. Mais le montant maximum est peut-être plus bas que d'autres bailleurs de fonds. Oui, c'est ça. Mais eux, ils peuvent vous appuyer et aussi ils peuvent vous dire qui contacter. Dans la plupart des ministères en Ontario, il y a quelqu'un qui est responsable du côté francophone pour que ce soit un peu équitable. Je vois un petit peu l'heure passer. Si vous le voulez bien, on va passer à la lettre d'intention. Alors, oups, c'est pas ça. Plus. Désolé. Voici. Est-ce que vous voyez la lettre d'intention? Oui. Donc, c'est surtout au Canada, en fait, surtout au fédéral, qu'il y a un nouveau processus. Plutôt qu'écrire au complet une demande de subvention, écrire un budget au complet détaillé, etc., on peut faire une demande de subvention. Et en fait, il demande de faire une lettre d'intention. Et ensuite, si on est accepté, on peut être invité à faire une demande en tant que telle. Donc, il faut préciser, la lettre d'intention, une fois qu'elle est acceptée, ça ne signifie pas que vous allez avoir 100% une, une subvention, mais les chances sont plus grandes. Et ça permet, moi, je trouve, de se positionner plus clairement. Parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas énormément de texte, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Donc, c'est court, c'est bref, c'est les mêmes questions, les mêmes grandes questions qu'il va y avoir dans une demande de subvention, mais c'est plus concis. Donc, c'est un bon exercice. Et puis, habituellement, on me demande, oui, le coût total du projet. Donc, il faut faire à peu près la même chose que tout ce qu'on ferait dans une demande de subvention, sauf que on a la possibilité de, je pense, un peu synthétiser notre chose. Et puis, c'est de plus en plus fréquent et j'espère que
l'Ontario et Fondation Trillium vont embarquer dans ça parce que c'est pas mal plus facile, je dirais. OK? On n'est pas obligé, par exemple, le coût total du projet, on n'est pas obligé d'arriver à scène, là, on comprend. Donc, on peut évaluer, grosso modo, mais on peut arrondir, je dirais. Ça sera pas, vous ne serez pas pénalisé si j'ai demandé 75 000 puis qu'en fait, vous en demandez 80. Ça ne sera pas un problème. Donc, la lettre d'intention, c'est une nouvelle chose et puis je la trouve très intéressante personnellement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rempli ça, mais moi, je trouve que c'est pas mal plus intéressant. Et avec la lettre d'intention, quand on fait la demande, on a des gens qu'on peut appeler. Et si notre lettre d'intention est refusée, en fait, si on ne nous offre pas d'aller faire une demande en tant que telle, euh, ces gens-là sont là pour répondre à vos questions. Et souvent, c'est des choses, vous savez, j'avais fait une demande de subvention pour Action positive, puis c'était à Patrimoine Canada. Donc, le projet, on parlait de faire des gens qui se confieraient par l'écriture, etc. Mais le projet a été refusé. Fait que là, j'ai appelé. Elle a dit, ben, écoute, on ne fait rien en santé, on ne subventionne pas la santé. Ah, OK. Donc, c'est mieux que d'avoir fait toute une demande de subvention pour se faire dire la même chose. Donc, la lettre d'intention, on espère, on croise les doigts que ça va être quelque chose qui va être généralisé très bientôt. Donc, là, je vais revenir à mon petit diaporama. Alors, quand on écrit une demande de subvention, il y a relativement peu de choses qui vont être importantes. C'est toujours les mêmes 5 mêmes questions et on peut déjà se préparer à l'avance, même si la demande de subvention va être faite seulement en septembre prochain. Il faudrait pouvoir répondre à ces 5 questions-là. Qu'est-ce que c'est le projet? Habituellement, je suggère qu'une seule phrase, pas trop longue, soit capable de résumer le projet. Après ça, on peut développer. Mais offrir des services de soins, de bien-être à la population aînée de telle région. Okay? Donc, c'est ça notre projet. Parce qu'il faut comprendre, les gens qui vont lire votre demande de subvention, ils en ont beaucoup à lire. Hein? Donc, c'est un peu comme un article de journal. La première phrase est la plus importante. Donc, c'est le quoi, ce n'est pas un titre, mais c'est aussi bref qu'un titre. Ensuite, on peut développer, évidemment, mais on peut donner des raisons pour le quoi. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi on veut faire ça? Donc, on veut offrir des soins de bien-être à nos aînés. Pourquoi? Ben parce qu'on pense qu'ils sont un peu isolés et qu'ils n'ont pas nécessairement accès à des activités qui seraient appropriées ou spécialement pour eux. Okay? Pour qui? Donc là, voilà, ça c'est la population. Et ça, c'est une réponse qui est très importante quand on fait une demande pour francophones en milieu minoritaire, comme on est tous. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis, ça, c'est la chose la plus facile habituellement à répondre. Comment? Comment c'est quels vont être les moyens? Donc, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? OK, je vais engager un professeur de yoga, je vais engager un nutritionniste, je vais engager ces personnes-là qui vont venir faire des ateliers pour nos ateliers. Euh, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça aussi, le comment, c'est extrêmement important.
et ça nous ramène forcément au combien. Donc, combien, ça, c'est le budget. Ça, c'est la partie la plus longue et la plus ardue et qui peut faire un peu peur. Mais je pense que quand on a les 4 premières questions très, très claires, on est capable de faire plus facilement un budget. Donc, moi, je suggère fortement que en préparation d'une demande de subvention, parce qu'on va vous les poser, ces questions-là, soyez capable de faire un genre de point par point. Une grande phrase, quoi? Une grande phrase, pourquoi? Une grande phrase, pour qui? Comment? Puis, après ça, on détaille avec des points. Ensuite, on peut en faire un beau texte et on va voir tantôt avec l'intelligence artificielle que ça fait des beaux textes parfois. Alors, mais il faut avoir un esprit, je dirais, très concis. Il faut être capable de décrire notre projet en peu de mots. Okay? Et c'est la clarté, en fait, du projet qui va faire que le projet puisse être accepté, à mon avis. Donc, ensuite, ils vont souvent, ou en fait presque toujours, demander les retombées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui va résulter de ça. Donc, au final, on va avoir vu, je sais pas moi, 150 aînés, on va avoir eu tant d'ateliers et ces aînés-là vont être mieux équipés pour aller de l'avant et puis vont être mieux équipés pour euh, euh, trouver les activités qui leur conviennent, etc. Donc, ça, c'est un peu la base de toutes les demandes de subvention et c'est quelque chose qu'on peut préparer bien à l'avance. L'incorporation, le bilan financier, les coordonnées bancaires, ça va être des documents qui vont toujours vous être demandés. Euh, c'est toujours c'est toujours des choses importantes, donc il faut les avoir sous la main. Il faut être prêt à donner ces informations-là. Donc là aussi, c'est toutes des choses qu'on peut faire à l'avance. Avant qu'on touche à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des questions sur la demande en tant que telle, la partie écrite, je dirais, de la demande? On va passer à l'autre. Je ne sais pas comment faire. Désolé. Là, j'ai 72 documents d'ouvert, puis c'est pas le bon. Est-ce que vous voyez mon document vide? Donc, pour l'intelligence artificielle, j'ai pensé choisir Copilot, qui est offert avec le programme Word, donc avec le programme 365 là, de Microsoft. En général, on l'a toujours, ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. Sinon, je crois que Roger ou Jetro vont avoir un coordonné pour le télécharger Ok, je viens de mettre le lien dans la messagerie. dans le Mhm. chat. D'accord. Donc, j'ai choisi Copilot parce que c'est le plus sympathique, je dirais. Donc, on n'a qu'à cliquer sur le petit logo Copilot. Et là, on va décrire notre projet euh, en gros. Donc, on va reprendre mon projet de tantôt. Euh, offrir, et là, vous allez voir comment j'écris bien. Offrir des
atelier de bien-être. On va avoir yoga, nutrition. Vous avez d'autres idées? T'es sorti. Comment? Bon, on va partir avec ça. Et là, on veut savoir pourquoi. Comment? Et on va savoir peut-être quoi. Alors, vous savez, c'est assez simple. Et là, il va s'amuser. Donc, on a déjà tout un texte. Et moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est, par exemple, pourquoi, là, on a trouvé des raisons que moi, je n'ai pas données, mais on en a trouvé. Et c'est, regardez, ensuite, c'est déjà écrit en points comme ça, comme on voudrait. C'est assez clair. Euh, écoutez, moi, je regrette de ne pas avoir eu ça avant. je- Donc, ça permet de mettre au clair surtout ces idées. Et évidemment, il va y avoir des choses à corriger. Il va y avoir des choses à, à regrouper. Par exemple, comment. Donc, comment je mettrais le yoga, la nutrition dans le comment. Mais en fait, on peut avoir un bon point de départ. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, moi, je laisse Melinda, vas-y. Oh, excuse Denise. Donc, tout le monde connaît ChatGPT. Oui, Donc, vous avez dit celui-là est plus conf- confortable, convivial. Oui. convivial. OK, merci. Ce que je trouve compliqué avec le chat GPT, c'est qu'on ne peut pas faire des points comme ça. On peut juste écrire une phrase, puis là, l'envoyer. Puis là, écrire une autre phrase, l'envoyer. Donc, ça écrit plus facilement des lettres, mettons. Mais je trouvais que celui-là était plus simple parce que justement, on peut faire des points différents, puis là, il va développer ça, nos points. Donc, Je voulais juste ajouter à ce que Normand est en train de dire, que l'outil que vous choisissez pour les AI importe peu. Celui-là, il est plus convivial justement parce qu'il est déjà dans Word pour ceux qui ont Microsoft 365 ou ceux qui voudraient l'ajouter pourraient l'avoir dans Word. Mais si vous utilisez déjà ChatGPT et que c'est plus facile pour vous d'utiliser ChatGPT, c'est correct aussi. Tout simplement, la façon dont, enfin, ça devient plus efficace quand vous lui donnez un peu plus de contexte. Donc, par exemple, dans ces cas-ci, vous allez dire à ChatGPT, tu es un spécialiste en rédaction de projets ou des demandes de subventions au gouvernement au Canada. C'est important qu'on puisse, enfin, que ça soit concis pour ChatGPT pour qu'il te donne exactement ce que tu cherches dans tel domaine, par exemple, dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine des agricultures ou un autre domaine, rédige une demande de subvention pour, tu peux même mettre les projets en lui-même, les liens du projet ou la description du projet dans ChatGPT pour lui dire, rédige une demande de subvention et ChatGPT va prendre toutes les informations qu'il y a sur l'offre et produire enfin, un peu une demande appropriée et après ce serait juste ajuster un peu
c'est quoi que tu voudrais qu'il donne. Et puis, les points que Normand a montré tantôt dans la présentation, tu peux juste les copier et dire, je vais rédige une demande de subvention pour tel projet en t'assurant que j'ai tous ces points-ci, donc tous les points que Normand a montrés. Et puis, ChatGPT devrait être capable de te donner Mhm. les résultats que tu cherches. Je sais que beaucoup de gens utilisent ChatGPT, DeepSeek et tous les autres nouveaux outils. Les plus importants, c'est vraiment les inputs, l'information que tu donnes pour que Ouais. les AI puissent mieux comprendre en fait qu'est-ce que tu essaies de faire. Merci. Oui. Moi, ma question, elle serait par rapport à l'utilisation de ces outils. Est-ce que le gouvernement n'a pas eux aussi un outil pour détecter si c'est rédigé par un AI ou pas, puis les restrictions et l'impact que ça soit généré par un AI ou non? Je pense pas qu'il soit rendu là. J'en ai pas l'assurance. Mais en même temps, c'est pas un travail d'école, on n'est pas en train d'écrire une thèse, on est en train d'écrire une demande et ça va forcément un peu toutes se ressembler, toutes les demandes qu'ils vont recevoir. Donc, moi, je vois pas le problème. En fait, pour ajuster le texte, mais moi, je ne vois pas de problème avec ça et je ne pense pas que le gouvernement va voir ça comme quelque chose de négatif, au fait. Souvent, c'est parfois, en fait, ce qui est rebutant pour ceux qui lisent les demandes de subvention, c'est écrit de façon un peu Mhm. désordonnée, Mhm. trop, et souvent répétitive. Mhm. Donc, je pense qu'ils sont plutôt contents quand Ok. on arrive avec un texte Ok. bien clair. Ok. Je ne vois pas pourquoi ils seraient contre. Il n'y a pas vraiment de raison. En fait, juste pour ajouter, je pense qu'eux-mêmes sont déjà en train de l'utiliser beaucoup pour, je sais pas moi, les recrutements, faire des tests et tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ils auraient un problème avec ça. Et puis, du moment que vous avez donné les informations de votre organisme, ChatGPT ou n'importe quel outil de AI ne va pas vous donner une demande qui ressemble à exactement la demande de quelqu'un d'autre parce qu'il va contextualiser et donner quelque chose qui est fait sur mesure, donc sur votre organisme. Si vous demandez une question générale, bien sûr, il va vous donner une réponse générique. Mais si c'est vraiment précis, vous avez entré toutes les informations et les détails par rapport à votre organisme et à vos activités, la demande va être complètement unique, on va dire. Et même, vous pouvez lui dire, rédige une demande unique, précision, pour que les AI puissent mieux comprendre en fait ce que vous voulez faire. Puis on peut développer aussi, on peut dire, si mon projet dure 3 ans, qu'il va y avoir plus d'activités, etc., on peut lui Mm. demander de développer. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est qu'ils vont chercher des idées. Ils vont chercher un raisonnement qu'on n'aura pas nécessairement. Et puis, spontanément, je dirais. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Euh, c'est un peu une révolution dans le milieu, mais je pense que c'est important de faire affaire avec ça parce que les demandes de subvention devraient être écrites de mieux en mieux, en fait, à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normand, Oui. il y a la question de Monsieur Serge Bassina. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question concernant les subventions. Voici sa question. Est-ce qu'il y a des stratégies pour mettre en place, que lui peut mettre en place pour obtenir des subventions dans le domaine des arts et de la culture? Euh, le, Plus on s'adresse à un petit palier de gouvernement, donc si vous êtes dans la région de Niagara, si je ne me trompe pas, il y a probablement quelque chose dans cette région-là. Il y a Windsor, il y a des subventions, etc. Donc,
plus on s'adresse à un petit euh, bailleur de fonds, plus on a de chance. OK? Donc, je pense, le seul truc que je pourrais donner. Euh, Par contre, évidemment, si vous voulez quelque chose de plus, comment je dirais, plus volumineux comme subvention, forcément, là, vous êtes obligé de passer par le Conseil des arts de l'Ontario, je, je suggérerais. Et il y a un nouveau truc, en fait, Ontario créatif, mais qui donne des subventions seulement dans un milieu très précis, la production cinéma, la production d'enregistrement de musique, des choses comme ça. Mais c'est plutôt vers le Conseil des arts de l'Ontario. Mais j'ai, j'ai un peu des chiffres. Le Conseil des arts de l'Ontario, le budget était de 58 millions, je pense, l'an dernier. Pour comparer au Québec, ils sont à 157 millions et c'est pas assez. Ils demandent 200 millions. Donc, le, le, le Conseil des arts de l'Ontario est très petit comparativement à la population ici. Donc, je pense que c'est des subventions qu'on s'arrache. On a toujours plus de chance quand on est français en milieu minoritaire, si on s'adresse à une population en particulier, euh, si on s'adresse à LGBT ou si on s'adresse aux communautés noires ou quelque chose comme les nouveaux arrivants. Là, souvent c'est plus facile, en tout cas, ça passe mieux que juste une demande de subvention pour pouvoir montrer les films. Donc, j'irais dans ce sens-là, personnellement. Donc, est-ce que ça répond? Serge, je ne sais pas, il est. Oui, merci, merci, M. Ça Normand. va? Oui, On va oui. répondre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais savoir si les participants peuvent vérifier dans leur Word s'ils ont copilote parce que tantôt on va avoir l'exercice. Oui, mais on va faire ça va être le budget qu'on va faire. Donc, Ah, OK. et Copilote ne marche pas avec le budget. Donc, c'est pas de question, on va prendre une petite pause et vous devriez, je ne sais pas si vous avez reçu le lien pour les documents. Je viens de l'ajouter à nouveau dans la messagerie. OK. Ouais. Donc, dans le lien, il y a deux documents dont on va se servir tout de suite après la pause. C'est le budget et aussi comment calculer les redevances. Donc, c'est deux documents Excel. Et voilà, on va avoir besoin de ça. On va expliquer un peu comment faire un budget. Puis après ça, je vais vous laisser un 10-15 minutes à vous pour essayer de faire un budget pour votre projet. D'accord? Puis après ça, on pourra essayer de regarder ça ensemble si vous avez le courage de le faire. Et puis, surtout, vous allez voir le document que je vous ai préparé est assez simple à travailler. Je sais que c'est pas tout le monde qui travaille facilement avec le Excel, mais je pense que le document va bien fonctionner pour à peu près tout le monde. D'accord? Alors, il est 10h24. Si on disait 10 minutes, est-ce que ça vous va? Les frais d'administration. On ne peut pas offrir c'est, payer un directeur au complet ou quelque chose comme ça, mais on peut payer une partie. Donc, la plupart des organisations à but non lucratif
font des demandes de fonds à plusieurs niveaux, plusieurs différents projets, je dirais. Et dans chaque projet, il y a un 15%, donc ça finit par payer les frais d'administration, donc peut-être le salaire du directeur ou de la directrice, peut-être le loyer au complet pour un bureau, euh, toutes ces choses-là. Donc, j'ai préparé pour vous deux types de budget, un type 1 an, puis un, un de 3 ans. Donc, dans la partie post-budgétaire, on va partir avec mon projet de tantôt des ateliers de bien-être pour nos personnes âgées. Donc, on va avoir des ateliers. Et ces personnes, il va y avoir des personnes qui vont animer ces ateliers-là. Donc, on prévoit, je ne sais pas, on va dire 26 ateliers, la moitié d'une année. Puis, on va payer ces gens-là. On va leur offrir 400 $, donc les ateliers. Donc, on va offrir 400 $ par atelier. Puis, on va avoir, je dirais, on a dit 26 ateliers. Voilà. Alors, pour nos ateliers, on va avoir, là, je vais prendre la calculatrice, désolé. Donc, 26 fois 400. Donc, 400 plus notre taxe. Donc, ces gens-là, il faut prévoir qu'on va payer de la taxe de vente. Maintenant, les organismes à but non lucratif ont droit à un remboursement de la taxe de vente. Donc, on peut mettre dans notre budget seulement la moitié. Donc, fois 6,5 %. J'ai dit 10 400. 176. Donc, notre total pour les ateliers, ça va être 11 060. Okay. Donc, est-ce que j'ai été trop vite ou ça va pour le calcul des honoraires, en fait? Là, il y a une différence entre les salaires et les honoraires. Les salaires, on va compter les redevances au gouvernement, tandis que les honoraires, c'est la moitié des taxes. Est-ce que ça va pour jusqu'ici? Est-ce que vous pouvez grossir votre écran? Je ne vois pas bien. Oh, je ne sais pas si je peux. Ah oui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Un peu. Vous pouvez l'agrandir de votre côté, Micheline aussi. Ah oui, OK. Ensuite, on a peut-être besoin de quelqu'un qui va s'occuper de trouver les personnes qui vont faire les ateliers, puis qui va contacter nos participants, qui va gérer toute cette petite affaire-là. Donc, on va appeler ça coordonnateur de projet. Donc, cette personne-là, on va dire qu'elle va travailler 30 heures semaine, 30 heures semaine fois
combien on va le mettre? On va le mettre à 30 $. Ça va faire un chiffron. Donc, 900 $ par 52 semaines. Ça va nous faire un salaire de 46 800. OK. Et là, j'ai le comptable qui m'a fait. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, la portion de l'employeur, donc je ne sais pas si vous savez, mais quand on a un chèque de paye, en fait, l'employé paye une partie de l'assurance emploi, une partie du régime des rentes du Canada, puis aussi une partie qui va aux impôts. L'employeur, lui, paye une partie de l'assurance emploi et une partie du régime des rentes. Donc, on avait dit, cette personne-là va avoir 46 800, c'est ça? Donc, on a ici la partie de l'employeur. Donc, ça, il faut que ça rentre dans votre demande de subvention. Donc, vous allez additionner ces trois chiffres-là. Deux plus 2700 et 60. Et là, vous allez revenir à votre demande. Donc, en fait, ça va coûter, pour avoir un salaire de 46 800, 50 352. Est-ce que je vous ai perdu? Ça va jusqu'ici? Donc, en fait, c'est les seules choses qui sont possibles dans ce poste-là, les salaires, les traitements, donc les honoraires, etc. On peut entrer aussi les honoraires de comptabilité, par exemple, une partie. Si on a quelqu'un qui fait la comptabilité, on peut entrer, je ne sais pas si on a un plus gros projet, évidemment, on peut entrer un autre salaire aussi, à part du coordonnateur de projet. Peut-être qu'on a quelqu'un qui travaille à temps plein, euh, qui s'occupe de gérer tous les projets. Donc, peut-être qu'on peut entrer ce salaire-là. Peut-être qu'on peut entrer, je pense que c'est pas mal tout, en fait. Le reste va aller dans les frais d'administration. Donc, voyons, pardon, le, le gabarit que je vous ai proposé, donc, additionne automatiquement et calcule qu'est-ce que va être le 15 %. D'accord? Donc, dans vos frais d'administration, vous n'aurez pas le droit de dépasser ce montant-là. Okay? Il va augmenter, évidemment. Donc, la dépense du projet. Alors, on a des ateliers, donc on va avoir besoin de louer des locaux pour des ateliers de yoga, de cuisine, etc. Donc, il faut un peu y aller un peu. On peut faire des recherches, évidemment, mais on peut y aller un peu à ce qu'on pense qu'il devrait être. Donc, on a 26 ateliers, 26, pardon. Puis, on va mettre un chiffron, 150 $ à chaque fois. Donc, on va avoir 3 900 pour des locaux. Qu'est-ce qui rentre aussi dans ces frais-là? Vu qu'on a un coordonnateur de projet, peut-être que cette personne-là, ça va lui prendre un téléphone. OK?
OK. Euh, Peut-être qu'on aura besoin aussi, je ne sais pas, de matériel. Est-ce qu'il faut acheter des tapis de yoga? Est-ce qu'il faut acheter je ne sais pas, pour nos activités, il faut voir si on a besoin d'objets. Donc, toutes ces choses-là rentrent dans ça. C'est la partie où c'est vraiment relié au projet. Maintenant, nos participants. Alors là, c'est là que c'est plus le calcul, je dirais. Donc, on décide que parce qu'ils sont à Toronto, le transport, donc à chaque fois qu'ils vont venir, on prévoit sur l'année, sur les 26 activités, on prévoit 15 participants. 26 activités, on a 15 participants à chaque fois, donc ça fait 390 participants. Et on fait un aller-retour en métro, ce qui est 7 $. Donc, on va avoir un total de 2730 $. Donc, vous comprenez le calcul. On a 26 ateliers, ouais, 15 participants et ouais, 7. Est-ce que ça va pour ça? Donc, il faut avoir tous ces détails-là. Il faut l'écrire, là. Je ne l'ai pas écrit, mais il faut dire 26 participants, 15 participants pour les 26 ateliers, chacun à 7 $ chacun. Il faut détailler ces choses-là. Okay? Et on va toujours vous le demander. Puis en même temps, ben, c'est un bon exercice parce que là, on est en train de faire, en fait, vraiment savoir les coûts de choses. On va offrir un repas à chaque fois. Donc, donc, on a encore 26 activités. On a encore 15 participants. Et puis là, on va avoir euh, combien? C'est assez difficile, je vous dis, quand on fait une demande de subvention, puis que 6 mois plus tard, on a la réponse. Et puis là, le prix des aliments a doublé. Alors, on va dire 15 $, mais on sait que ça ne sera peut-être pas assez. Et là, on va voir ici 1850 $. Donc, là, je ne l'ai pas écrit en mots, mais il faut vraiment tout décrire. Tout décrire, chaque dépense. Le téléphone, c'est combien par mois, fois 12 mois, plus la moitié de la taxe. Donc, voilà. Il faut vraiment tout décrire. Donc là, on a une subvention, on est rendu à 13 000, ça va vite. Donc là, là, c'est là où on peut entrer nos frais d'administration. Donc, on a au moins 11 000. Donc, on va avoir administration. Donc, c'est soit une partie du salaire du directeur ou soit une partie du salaire de réceptionniste, ou etc. Donc là, on met les, on divise en fait, on prend le salaire total de l'employé, puis on le multiplie par 15%. Donc, ça va nous donner notre frais d'administration. Donc, dans ça, comme j'ai dit, ça peut être partie de la location, une partie d'assurance, par exemple, etc.
Donc, est-ce que vous voyez un peu où je m'en vais avec mon petit document? Normalement, Donc, on met là-dedans toutes les dépenses, même comme si le participant ne déboursait rien. oui, le participant, normalement, oui, dans une activité de ce genre-là, normalement, c'est pour offrir des services gratuitement. Donc, c'est plus, si vous êtes un organisme à but non lucratif, c'est toujours délicat d'aller demander, d'aller demander des frais pour participer. Donc, on essaye de calculer tout le coût pour que la subvention contienne tout, en fait. Donc, ou dans votre cas, si vous voulez développer un programme où les participants vont devoir payer, euh, c'est le développement du programme qu'on va subventionner. Ce n'est pas les activités en tant que telles. Donc, c'est le développement, trouver quelqu'un, trouver un jardinier, euh, construire un cours, construire je ne sais pas, évaluer les frais qu'il va avoir avec ça. Est-ce qu'il faut acheter des outils, il faut acheter, etc. Mais normalement, les participants ne payent pas. Donc, si vous développez quelque chose où ils vont payer, c'est le développement qu'on va pouvoir subventionner. Merci. Denise. J'avais deux petites questions. La première question, c'est les 1 $ qui est en bas. Est-ce qu'on doit les enlever quand on n'a Oui, pas oui, les sections? évidemment. J'ai juste mis ça pour vous montrer que ça marchait, OK. c'est-à-dire que pour vous montrer que ça faisait le total, donc à chaque fois et à chaque point. Puis en fait, en bas, on a le total. OK. Donc, Et puis, évidemment, vous enlevez les 1 $ quand vous allez faire votre exercice très bientôt. Euh, et puis là, ben, j'ai fait deux gabarits, un pour 1 an et puis un pour 3 ans. On n'est pas obligé d'utiliser les trois. Puis, celui sur 3 ans, ben, ça nous donne aussi le total pour chaque poste. Si vous avez un salaire la deuxième année, il faut prévoir une augmentation. OK? Donc, il faut calculer l'augmentation, c'est-à-dire notre 46 800 fois 5 puis là, recalculer les redevances pour avoir le nouveau total. Donc, en fait, on demande ça. Évidemment, on ne l'a pas mentionné encore, mais il arrive que les subventionnaires coupent un peu dans votre demande. OK, on va vous donner une subvention, mais on va couper 5 000 $. Donc, 5 000 $ va être peut-être dans les augmentations ou peut-être dans les repas, mais on va vous demander de couper un peu. Ça arrive assez fréquemment, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, j'avais une deuxième question. La deuxième question était de savoir parce que parfois, les bailleurs des fonds vont demander quelle est la personne ou l'organisme qui soumet la demande puisse contribuer. Dans quelle section on met cette partie-là? Et puis, ouais, c'est ça. Ben, on ne peut pas payer quelqu'un pour écrire une demande. Ça rentre Non, pas. non, pas payer. Je vais dire, l'organisme on va dire, l'appel d'offres dit qu'on va financer les projets à 80%, OK. ou à 60%. Donc, les restes, c'est nous qui devons, en tant qu'organisme, mettre ça, ajouter ces montants-là pour avoir le Oui, total du projet. Et mais puis, mon autre question, c'était, est-ce qu'il y a une stratégie pour s'assurer qu'ils nous donnent assez d'argent pour ce dont on a besoin? OK. Donc, si le projet est financé à 80 ça ne fait pas partie de ce budget-là qu'on est en train de faire. Il faut mettre ça à côté, en fait, et le 20 va être là. La deuxième question, je ne suis pas sûr que j'ai compris. Répète-moi ce qu'ils ont.
En fait, j'étais en train de me mettre dans un contexte où on est vraiment en train d'élaborer un projet. Mm. Donc, là, vous avez répondu que pour la première partie du budget, Mhm. ça veut dire la partie que nous, on va couvrir en tant qu'organisme, on ne Oui. la met pas ici, mais on la met où, du coup? Parce que je sais qu'elle doit être dans le budget total du projet. Quand on soumet le budget total du projet et pas Mhm. une partie du budget. C'est pour ça que je suis un peu Oui. confuse. On peut mettre dans les frais d'administration, OK. on peut payer quelqu'un, mais je pense que tous les subventionnaires vont dire on ne peut pas être payé pour écrire une demande de subvention. Donc, on peut rentrer ça dans les frais d'administration. Ça fait partie du travail de la direction, normalement. Donc, ça peut être une partie de son salaire. Mais comme je disais, on peut rarement on peut pas, en fait, avoir des fonds juste pour écrire la demande. Oui, Lionel. Euh, alors, merci de m'avoir passé la parole. Je ne sais pas si la co-discutante qui a posé sa question récemment est satisfaite. Moi, je pense plutôt qu'elle parle de cofinancement, si j'ai bien compris. Mhm. Et dans ce cas-là, elle aimerait savoir, dans le budget, à quel niveau on met l'apport propre de l'organisation. Donc, on a le tableau que vous avez présenté là avec toutes les dépenses. Mhm. Voilà à quel niveau faudra indiquer les dépenses qui seront prises par l'organisation. Peut-être qu'il y aura une colonne où on dira, voilà, Ce budget, fonds sera, propres. Voilà, ça sera à voilà, exact. côté. OK. Voilà, ce sera à côté, ce sera un autre budget, en fait. Donc, Mhm. la demande de subvention, elle va être de 73 000 ici, mais il va y avoir une participation Mhm. de l'organisation qui est de, mettons, 20 000, mais Exact. ça, on n'a pas besoin de le détailler, en fait. OK. Donc, dans les Mhm. demandes de subvention, en fait, ils demandent souvent si on a des partenariats. Et des partenariats, ça peut être des biens, seulement des biens. Par exemple, je travaille avec une autre organisation qui va me prêter ses locaux. Donc, ça ne fait pas partie du budget de la demande, mais ça fait partie du budget total du projet. Donc, il faut entrer soit des fonds qui sont des fonds réels, quelqu'un va me donner de l'argent, ou on va aller piger dans nos fonds autonomes qu'on a eus par des dons, etc. Ou encore, soit des fonds qui sont en matériel. Donc voilà, des locaux, enfin, tout Véhicule. ce qui est matériel en fait. Ouais. OK, merci. Oui, Nargis. Pour moi, vu pour les organismes qui sont à base volontaire, qui n'ont pas de DG, Mhm. donc dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils vont, c'est-à-dire, c'est quoi l'approche à faire pour les salaires? Est-ce que ce salaire-là va être alloué à la personne qui a rédigé ou il doit y avoir un recrutement externe pour cela et les bonnes pratiques à faire? Euh, le salaire, il faut qu'il soit justifié par le projet. Donc, si on a un projet, comme je disais tantôt, d'activité pour nos aînés, il va y avoir quelqu'un qui va être responsable de trouver les intervenants, d'appeler les participants, etc., coordonnateur de projet. Donc, ça, c'est un salaire. On peut le demander. La personne qui écrit la demande de subvention, c'est forcément pas cette personne-là, Mhm. normalement, Mhm. à moins qu'on décide que, OK, cette personne-là ne fait plus partie du conseil d'administration, maintenant, elle va être coordonnateur du projet. Mhm. Mais c'est ça, encore une fois, j'insiste, on ne voudra pas vous donner, le, le OK pour des fonds pour écrire un projet. Donc, La question, elle est, non, c'est plus dans le sens,
qu'un conseil d'administration actif, c'est-à-dire c'est lui qui implémente les projets sur Mhm. le terrain, qui travaille sur tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de salariés. Dans Mhm. ce cas-là, est-ce que c'est ces volontaires-là qui vont être payés, rémunérés à ce niveau ou comment il faut procéder? Donc, normalement, dans un conseil d'administration, n'est pas payé. Donc, Yes, oui, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. donc voilà, on peut créer des postes, créer des emplois et éventuellement, un ou des membres du conseil vont devenir employés, mais on ne peut pas payer un conseil d'administration. Donc, c'est du bénévolat. Il peut y avoir des frais attachés au bénévolat. Vous allez peut-être avoir eu à vous déplacer ou des choses comme ça. Ça rentre dans les budgets, mais ça va rentrer dans les frais d'administration, mais on ne peut pas payer un conseil d'administration. Donc, la rubrique salaire ne doit pas être sur le budget. La rubrique salaire, c'est si c'est quelqu'un qui sort du conseil d'administration. OK. Donc, dans les frais d'administration, on peut payer Mhm. dédommager, je dirais, OK. Oui. le conseil, mais normalement, le conseil n'est pas payé. Oui, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on fasse un petit exercice